Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 26 mai et nous revoilà pour une nouvelle émission de C'est mon droit, l'émission qui vulgarise le droit. Aujourd'hui nous accueillons 5 nouveaux invités, donc le professeur de droit privé à la faculté de Bordeaux, Thibaut Mabilotte, bonjour. Les avocates Maître Monceau et Maître Mickaël, bonjour. 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 Avocate au barreau de Paris, étudiante à la faculté de droit de Lyon 3, en master, Elisa Maubé et Cléa Monti. Bonjour mesdames. Bonjour. Nos invités viennent de présenter donc, un colloque qu'ils organiseront dès la rentrée autour des Disney et de leur rapport au droit. En effet, la célèbre industrie des contes pour enfants se trouve actuellement en pleine tourmente. Cela nous amène donc à appréhender le Disney à travers une approche, un regard beaucoup plus juridique. Pour cela, nos spécialistes vont nous présenter donc 3 scènes qui ont formé la légende de Disney. Donc nous commencerons par le Roi Lion, puis par Blanche-Neige et enfin par Réponse. Débutons avec le professeur Mabilotte et le dessin animé Le Roi Lion. Donc Mufasa, qui est le Roi Lion pour le rappeler, est victime d'un assassinat supposé par son frère Scar. Donc le professeur va nous analyser une scène, donc celle de sa mort, pour décrypter toutes les infractions qui peuvent être commises. Donc professeur, il semblerait que Scar soit l'auteur des faits. Oui, alors ce qu'on peut remarquer dans cette scène assez particulière, c'est que on pourrait penser qu'il y a un meurtre, mais c'est plus compliqué parce que le code pénal définit l'assassinat finalement dans l'article 221-3 comme étant le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens, et il sera donc puni de réclusion criminelle à perpétuité. Donc, quand on regarde cette définition qui est posée dans le code pénal, on remarque qu'il y a plusieurs éléments constitutifs pour l'assassinat. Donc, premièrement, le meurtre. Donc, lui aussi, le meurtre, forcément, il est défini dans le code pénal, à l'article 221-1, comme étant le fait de donner volontairement la mort à autrui, et il est aussi puni, alors, non pas aussi, du coup, il est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Donc, déjà, il faut réussir à qualifier cette infraction qui est le meurtre avant de voir s'il y a assassinat ou pas. Donc, finalement, pour constituer l'infraction, le crime de meurtre, il y a plusieurs éléments comme toute infraction, c'est-à-dire un élément matériel et un élément moral. Pour l'élément matériel, on a donc un comportement qui est l'acte positif. Donc, dans la scène, on peut le voir, l'acte positif, finalement, ça réside dans le fait que Scar va planter les griffes dans les pattes de Mufasa et ensuite va le jeter dans le vide. Ça sera qui constituera l'acte positif. Deuxième partie de cet élément matériel, c'est le résultat, à savoir la mort pour le meurtre. Là, le résultat est bien présent parce que Mufasa est effectivement bien décédé. Dernière partie pour qualifier cet élément matériel, c'est le lien de causalité entre ce que je viens de dire, le comportement, et le résultat. Donc, on a dit que le comportement, c'était le fait de lâcher, de jeter Mufasa dans le vide, et le résultat, la mort. Donc, je pense qu'en l'occurrence, c'est bien la chute qui a provoqué la mort de Mufasa. Et donc le lien de causalité est bien caractérisé entre l'acte positif et le résultat. Ensuite, deuxième élément pour caractériser le meurtre, c'est l'élément moral. Donc l'élément moral, c'est en quelque sorte l'intention qui est donc constituée de 2 dôles, un dôle général et un dôle spécial. Le dôle général, ça va être la volonté de l'acte positif, et le dôle spécial, la volonté du résultat. Donc l'intention dans cette scène de Scar de tuer Mufasa, elle peut facilement se caractériser. Donc on va voir plus tard qu'il y a une scène qui précède la scène que je suis en train d'analyser, dans laquelle finalement Scar va voir les hyènes et va élaborer tout un plan pour finalement tuer Mufasa, mais ça on le verra plus tard. Et puis même dans la scène qu'on analyse, la volonté de tuer est quand même assez claire, et donc le dôle spécial et général sont constitués. Donc finalement, le premier élément de l'assassinat bien caractérisé, le meurtre, est bien présent. Deuxième élément, du coup, c'est, comme on l'a vu dans l'article 221-3, c'est la préméditation. Donc forcément, elle aussi, elle est définie par le code pénal dans l'article 132-72, qui établit que la préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé. Donc ça sous-entend une volonté criminelle mûre et réfléchie, avec un plan établi par exemple, et une volonté aussi formée un certain temps forcément avant l'infraction, ça précède l'infraction. Donc là, en l'occurrence, la volonté criminelle est bien réfléchie. Comme on le verra tout à l'heure, encore une fois, il y a une scène dans laquelle Scar va bien voir les hyènes et vient leur demander de tuer, en gros, enfin de l'aider à tuer Mufasa. Donc
le plan de tuer Mufasa est bien présent et la préméditation aussi. L'article 221-3 établit aussi qu'un guet-apens peut être un élément qui peut caractériser l'assassinat en plus du meurtre. Là, en l'occurrence, alors, juste, je vais vous définir le guet-apens quand même avant. Article 132-71-1, c'est le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur rencontre une ou plusieurs infractions. Là, ce qu'on remarque dans la scène, c'est que Scar amène Simba, donc le fils de Mufasa, dans le ravin pour ensuite que des gnous viennent et piétinent Simba. Donc finalement, le guet-apens est aussi caractérisé. Mais donc voilà, donc guet-apens, préméditation et meurtre sont bien caractérisés et il y a bien assassinat a priori. Donc nous pouvons affirmer devant nos téléspectateurs que Scar est l'auteur d'un assassinat C'est ça. à l'encontre de Mufasa, le roi lion. Par ailleurs, il est important de revenir sur une précision qu'a pu effectuer M. Mabilotte à propos d'une scène qui s'est déroulée en amont entre Scar et les hyènes. En effet, Scar a sollicité l'intervention des hyènes afin de mettre fin au jour de son frère. C'est pour cela qu'il est important d'étudier le rôle des hyènes. Donc, M. Mabilotte, que pensez-vous du rôle que peuvent occuper les hyènes dans l'assassinat de Mufasa? Alors oui, donc effectivement, vous avez raison de souligner ce point et cette scène dont j'ai parlé effectivement auparavant. L'article 121-7 alinéa 1 du Code pénal établit que est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Et l'article 121-6 précise que le complice de l'infraction sera puni comme l'auteur. Donc en fait, on va se demander si les hyènes sont complices ou pas dans ces scènes-là, surtout dans la mort de Mufasa. Donc ça sous-entend qu'il faut un fait punissable, c'est-à-dire un crime ou un délit. Bon, là en l'occurrence, si on part sur l'assassinat qu'on a établi juste avant, il n'y a pas de question à se poser, il y a bien un crime. Donc voilà. Le deuxième élément constitutif de la complicité, c'est le fait de participation. Donc là, dans l'article, c'est précisé que c'est une aide ou une assistance. Et cette aide ou assistance doit être faite en connaissance de cause. Donc, c'est-à-dire que les hyènes doivent savoir que le plan établi par Scar a pour finalité de tuer Mufasa, ce qui est bien le cas. Elles aident aussi Scar à réaliser son plan, parce qu'on voit dans la deuxième scène qu'on a utilisée pour caractériser l'assassinat tout à l'heure, qu'elles vont effrayer un troupeau de gnous pour que ces derniers soient effrayés et viennent piétiner éventuellement Mufasa. Donc les deux éléments constitutifs de la complicité sont bien réunis, donc on pourra en déduire finalement que les hyènes sont complices. D'accord, merci pour cette explication, Monsieur Mabulotte. Tout de même, il y a une précision à faire, je pense. Beaucoup confondent par maladresse deux notions, celle de complicité et de co-auteur. Il est important d'en faire la différence. Je pense que le co-auteur peut se définir comme celui qui participe à l'élément matériel de l'infraction, et donc il se différencie du complice par la réalisation du fait matériel de l'infraction. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de notions, beaucoup de connaissances à engranger pour nos jeunes juristes en formation, alors nos téléspectateurs tout simplement initiés. J'ai l'impression que Claire, vous voulez poser une question. Oui, totalement. Je me demandais, vous avez précédemment, professeur, il me semble, parlé des gnous. Oui. Je voulais savoir quel rôle ils avaient tenu, quel avait été... Alors, bon, les gnous, je pense que vous savez, ce sont des animaux. Ils n'ont pas de personnalité juridique, donc ils n'auront pas leur responsabilité qui sera engagée. Mais tout de même, je trouve qu'il y a un rapprochement particulier à faire dans les Disney et dans ce rôle des gnous. On remarque que finalement, dans ces Disney, les animaux sont personnifiés et les gnous sont les seuls animaux qui ne soient personnifiés. Donc en fait, on a l'impression que ce sont un peu les animaux des êtres humains, vous voyez. Et c'est pour cela que je pense qu'il fallait évincer la responsabilité pénale des gnous, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est bien ça, oui, effectivement. C'est important de préciser finalement que dans les dessins animés, comme vous l'avez très bien dit, il y a des animaux qui sont personnifiés et d'autres non. Les gnous, on le voit bien, ils n'ont pas la parole, c'est vraiment considéré comme des animaux sauvages.
Donc voilà. Alors finalement, on peut peut-être les qualifier d'armes par destination. Ça veut dire qu'ils n'ont pas par nature le dessin d'une arme, mais ils vont être utilisés comme tels pour, comme l'a dit très bien le professeur Mabilotte, pour tuer, assassiner le roi lion, Mufasa. Effectivement, là, c'est l'usage classique. Les hyènes elles vont utiliser ce troupeau de gnous pour piétiner Mufasa si jamais la chute ne lui était pas mortelle. Bon, même si la chute n'était pas prévue, bon, ça c'est autre chose. Les gnous, ils vont être utilisés comme des armes, pardon, comme vous l'avez dit, on peut dire que c'est des armes par destination. Eh bien écoutez, merci monsieur Mabilotte pour cette précision, cette analyse très intéressante et très enrichissante. Nous allons passer dès à présent à l'analyse donc d'une scène, celle de Blanche-Neige, où elle se fait empoisonner par sa belle-mère, donc la sorcière. Je vous laisse donc la parole, Cléa. Alors effectivement, on va vous parler aujourd'hui de Blanche-Neige, toutes les deux. C'est un film signé les studios Walt Disney qui a été réalisé en 1937. Il a été inspiré des contes des frères Grimm qui ont, eux, rédigé le conte donc, en 1812. Et à l'origine, vraiment à la base, c'était un conte allemand, Blanche-Neige. D'ailleurs, l'histoire a peu à peu été modifiée. Pour le résumer, pour ceux qui ne sauraient pas, n'auraient jamais vu ce film, même si j'espère que vous l'avez tous vu, même les téléspectateurs, Blanche-Neige, c'est l'histoire en fait d'une reine sorcière qui va essayer d'être la plus belle du royaume. Sauf qu'en fait, il y a sa belle-fille, Blanche-Neige, qui a, on l'appelle comme cela, puisqu'elle a la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang et les cheveux noirs comme l'ébène. Et elle est d'une beauté inexplicable, splendide. Et donc, sa belle-mère, la reine sorcière, est très très jalouse. Elle tente donc de la tuer en mandatant un chasseur, mais ayant pitié de Blanche-Neige, celui-ci décide de ne pas la tuer. Blanche-Neige reste donc la fille la plus belle du royaume, ce qui va très fortement agacer sa belle-mère qui va une seconde fois tenter de la tuer par un empoisonnement. Et c'est la scène qu'on va analyser aujourd'hui, la fameuse scène avec la pomme empoisonnée. Mais je pense que d'abord, pour commencer, que le téléspectateur comprenne votre cheminement, Cléa et Elisa, je pense qu'il est d'abord important de définir la notion d'empoisonnement. Qu'est-ce que cela veut dire ? Oui, alors l'empoisonnement, c'est un crime finalement qui est défini par l'article 221-5 du Code pénal et qui le définit comme le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi de substances qui sont de nature à entraîner la mort. Alors je trouve cette infraction très intéressante, d'abord par son histoire. Il me semble, si je ne me trompe pas, que Louis XIV avait particulièrement condamné cette infraction parce qu'il en avait une peur bleue. Et puis, aussi par l'évolution qu'elle a pu connaître, on sait qu'à partir de la date à laquelle a été rétabli le droit au divorce, en 1884, le nombre de meurtres par empoisonnement a considérablement baissé. Donc on peut se demander finalement, logiquement, est-ce que l'empoisonnement constitue-t-il une infraction comme les autres ? Alors non, justement, l'empoisonnement, si on le compare à d'autres types d'infractions, il possède des singularités. En droit pénal, on distingue entre deux types d'infractions, qui sont les infractions formelles et les infractions matérielles. Donc, alors que la réalisation d'une infraction matérielle suppose forcément un résultat, l'infraction formelle, c'est une infraction qui est constituée par le simple accomplissement de l'acte incriminé, même si cet acte ne produit aucun résultat. Donc l'empoisonnement, c'est un cas typique d'infraction formelle, puisque la personne peut être punie si elle a administré la substance toxique à la victime, et ce, même si la victime n'est pas morte du fait de cette administration. Donc là, dans Blanche-Neige, c'est le cas, puisque la reine sorcière administre la substance toxique à Blanche-Neige en lui offrant la pomme empoisonnée. Et Blanche-Neige ne meurt pas, elle se réveille, mais la reine sorcière est quand même coupable d'empoisonnement. Cependant, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, professeur Mabilotte, chaque infraction doit être prouvée par un élément matériel. Donc Elisa vient d'en parler. Ici, il n'y a donc pas besoin d'un résultat et d'un lien de causalité et d'un élément moral. Au niveau de l'élément moral de l'infraction d'empoisonnement, il y a, depuis un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 juin 2003,
un dol général qui est l'intention de tuer. L'auteur de l'infraction doit avoir connaissance du caractère mortifère de la substance qu'il va administrer à la victime, et donc de cette connaissance mortifère en résulte une intention de tuer. Donc en l'espèce, dans Blanche-Neige, on voit bien que la reine sorcière a l'intention de tuer. Donc on a l'élément matériel, l'administration de la substance qui est prouvé, et on a aussi l'élément moral, puisque la reine sorcière sait très bien et a la volonté de tuer Blanche-Neige. Elle va mettre elle-même le poison dans la pomme et va tenter à plusieurs reprises de tuer Blanche-Neige. D'accord, donc en fait on parle d'intention, de volonté, on a parlé d'iter criminis, mais alors à partir de quand pouvons-nous considérer que l'infraction elle est constituée? En fait, suffit-il que l'auteur ait simplement imaginé le crime pour qu'il puisse être poursuivi, réprimé? Alors justement, vous parlez d'iter criminis. Je pense qu'il est important de le définir. L'iter criminis, c'est le cheminement de la pensée criminelle jusqu'à la consommation de l'infraction. C'est-à-dire ce sont toutes les étapes par lesquelles l'auteur de l'infraction va passer, et c'est ce qui nous permet aussi de déterminer à partir de quand l'infraction va être consommée, à partir de quand l'auteur est condamnable. On a donc 5 étapes dans l'iter criminis: la pensée criminelle, la résolution criminelle, c'est-à-dire on a vraiment cette volonté résolue de tuer ou de commettre l'infraction, le projet criminel, c'est-à-dire toute la constitution interne du projet, et les actes préparatoires, qui sont donc, par exemple, en l'espèce, tout ce qui va être mise du poison dans la pomme. On aura aussi ensuite le commencement d'exécution, et c'est à partir de là que le crime pourra être tenté. On a la consommation de l'infraction comme dernière étape de l'iter criminis. Donc, comme je l'ai dit précédemment, mais je le répète, c'est vraiment très très important, le crime est condamnable à partir du moment où il y a un commencement d'exécution. Et donc dans le cas qui nous intéresse, en l'occurrence, à savoir l'empoisonnement, à quel moment peut-on considérer que l'infraction a commencé à être exécutée? Alors dans Blanche-Neige et dans l'empoisonnement plus généralement, l'empoisonnement commence à être exécuté à partir du moment où l'auteur du crime va présenter la substance toxique à la victime. Donc là, la reine sorcière présente la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. C'est à partir de ce moment que l'infraction commence à être exécutée. Donc tout ce qui est fait avant, comme disait Cléa, ce sont les actes préparatoires qui ne sont pas en eux-mêmes punissables. Il faut donc qu'il y ait un commencement d'exécution. Et ensuite, l'empoisonnement va être consommé, donc l'infraction va être consommée à partir du moment, ici le moment fatidique, où Blanche-Neige croque dans la pomme empoisonnée. Donc l'empoisonnement peut être puni non seulement s'il a été consommé, mais aussi s'il a été tenté. Et là, ça rejoint encore ce qu'a dit Cléa. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un commencement d'exécution et une absence de désistement volontaire de la part de l'auteur, il y a tentative et c'est punissable. C'est-à-dire que si les 7 nains étaient arrivés, par exemple, au moment où la reine sorcière présentait la pomme à Blanche-Neige et que celle-ci n'avait donc pas pu l'ingérer, cela n'aurait pas constitué une absence de désistement volontaire, car ce n'aurait pas résulté de la volonté même et spontanée de la reine sorcière. Elle aurait été empêchée, la consommation de l'infraction, par le simple fait que les nains étaient arrivés et avaient donc stoppé ce commencement d'exécution, mais cette tentative est tout de même punissable. Bon, et indéniablement, nous avons bien compris que la reine sorcière était donc coupable d'empoisonnement. Et donc, quelle peine encourt-elle dans ce cas-là? Alors, en droit français, le code pénal prévoit donc à l'article 221-5 une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour l'empoisonnement. Mais il peut être accompagné de circonstances aggravantes comme la préméditation ou le guet-apens dont parlait le professeur Mabilog tout à l'heure. Donc ça, c'est prévu à l'article 221-3 du code pénal. Et dans ce cas, l'empoisonnement est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Donc le juriste René Garot a pu définir la préméditation comme la volonté résolue et persistante de l'auteur de donner intentionnellement la mort à autrui. Donc là, on voit que dans le film Blanche-Neige, l'empoisonnement est clairement prémédité puisque la reine sorcière a tenté à plusieurs reprises d'empoisonner Blanche-Neige et qu'elle est allée jusqu'au bout de son projet criminel. Et du coup, je me posais une petite question par rapport à ça. Vous avez très bien expliqué que la belle-mère de Blanche-Neige
pouvait être condamné selon le droit français, mais vu que c'est un conte allemand à l'origine, je me demandais ce que prévoyait du coup le droit allemand par rapport à l'empoisonnement. Oui, eh bien, le droit allemand est beaucoup plus clément que le droit français. L'empoisonnement est condamné à l'article 224 du StGB, donc le code pénal allemand. L'empoisonnement est condamné de 6 mois à 10 ans d'emprisonnement, avec minimum 3 ans d'emprisonnement en cas d'empoisonnement résultant à une mort de la victime. Donc la reine sorcière peut se réjouir, elle sera jugée en Allemagne et donc bénéficiera donc de cette clémence par rapport au droit français. Très bien. Merci Claire pour votre intervention. Et vous avez évoqué le fait que la belle-mère avait d'abord décidé de mandater un chasseur pour tuer Blanche-Neige. Est-ce que cela pourrait-il avoir une influence sur la peine encourue, par exemple ? Oui, en effet, la reine sorcière a donc mandaté le chasseur préalablement avant d'avoir l'idée d'aller tuer elle-même sa belle-fille. Oui. Donc elle a commis une infraction de mandat criminel, plus particulièrement un délit de mandat criminel, qui est puni par l'article 221-5-1 du Code pénal de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Tout comme l'empoisonnement, le mandat criminel, c'est une infraction formelle, puisque même en l'absence de résultat, l'auteur peut être puni. Ici, le chasseur a décidé de ne pas tuer Blanche-Neige, donc il n'y a pas de résultat, mais la reine sorcière n'en est pas moins punissable. Donc elle se trouve dans une situation de concours réel d'infraction, puisqu'elle a commis l'infraction de mandat criminel et qu'elle n'a pas été condamnée ni poursuivie d'ailleurs pour cette infraction, et qu'ensuite elle en a commis une nouvelle, donc l'empoisonnement de Blanche-Neige. Donc voilà, c'est un concours réel d'infraction au terme de l'article 132-2 du Code pénal. Ce concours réel d'infraction, il va fixer une règle par rapport aux peines encourues. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir cumuler toutes les peines entre elles, et celle du mandat criminel et celle de l'empoisonnement, ça fait un peu beaucoup. Donc en fait, on a ce qu'on appelle la règle du cumul plafonné qui va s'appliquer, c'est-à-dire qu'elles vont se cumuler, mais dans le limite du maximum légal. C'est-à-dire que la reine sorcière, ici, encourt la perpétuité pour son crime lié à l'empoisonnement, et il me semble 15 ans 10 ans d'emprisonnement pour le mandat criminel. Elle ne pourra donc être condamnée qu'au maximum légal, qui est donc la perpétuité. Ainsi, la reine sorcière encourt la perpétuité pour le crime le plus grave qu'elle ait commis, l'empoisonnement. Merci en tout cas, les filles, pour votre intervention. Analyse très pertinente sur donc, la mort l'empoisonnement de Blanche-Neige, qui n'est pas morte. Grâce au baiser du prince, en effet. Bon, et bien maintenant, passons à une nouvelle analyse, une nouvelle scène, présentée par nos deux avocates au sujet du film Réponse. C'est exact, avec Maître Monceau, nous nous sommes penchés sur le fameux film Disney Réponse, sorti en 2010. Celui-ci raconte l'histoire d'une princesse aux très longs cheveux blonds, enfermée dans sa tour par la sorcière Gothel, qui va partir à l'aventure avec son compagnon Flynn. Eh bien, je suis très curieux de savoir comment avez-vous analysé ce dessin animé. Donc tout d'abord, ce qu'il est important de préciser, c'est que nous nous sommes concentrés sur une catégorie spécifique d'infraction, à savoir celle de l'article 224-1 du Code pénal. Ce qu'il faut encore préciser, c'est que là, à la fin du film, la sorcière meurt. Et là, on va faire comme si en fait elle n'était pas morte et qu'on pouvait instruire une procédure à son encontre. Comme disait Maître Mickaël, nous avons appuyé notre analyse sur l'article 224-1 alinéa 1 du Code pénal qui dispose que est puni de 20 ans de réclusion criminelle le fait sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne. Donc on s'est en fait demandé si la sorcière Gothel peut être incriminée pour l'un de ses comportements. Donc, tout d'abord, on a directement mis de côté l'infraction d'arrestation, puisque aucun élément du film ne permet de retenir cette infraction. Et donc, on s'est intéressé plus précisément aux autres infractions évoquées, notamment donc, l'enlèvement, la détention et la séquestration. Donc, en ce qui concerne l'infraction d'enlèvement, celle-ci donc, implique l'idée de déplacement, selon la chambre criminelle du 23 avril 2000. Donc en fait, l'infraction d'enlèvement, c'est une infraction qui est instantanée, c'est-à-dire que l'élément matériel se réalise en un trait, il est instantané en un seul temps.
Et donc en l'espèce, la sorcière Gothel, elle va d'abord commettre en fait une violation de domicile en pénétrant dans le château royal pour prélever au début une mèche des cheveux de Réponse. Sauf qu'en fait, elle se rend compte qu'en coupant la mèche, eh ben, celle-ci perd son pouvoir magique. Et du coup, elle réalise qu'il faut qu'en fait, elle ait Réponse que pour elle, avec toute sa chevelure, pour pouvoir profiter de ses pouvoirs rajeunissants. Et donc, elle décide d'enlever Réponse et de la placer dans une tour très haute, dont le chemin pour accéder est connu uniquement par la sorcière. Il y a un escalier, mais il est caché. Et du coup, en fait, on peut y accéder que par la chevelure de Réponse. Voilà. Par conséquent, Réponse a bien été déplacée d'un point A, le château, vers un point B, la tour. Donc l'élément matériel de l'infraction d'enlèvement est donc bien réalisé, on a bien un acte positif. Mais pour que l'infraction d'enlèvement soit caractérisée, comme on l'a souvent rappelé, il faut aussi un élément moral. En l'espèce, il ne semble y avoir donc aucun doute sur la présence d'un élément moral, puisque la sorcière a véritablement l'intention d'avoir Réponse pour elle toute seule, afin de profiter égoïstement des pouvoirs magiques de ses cheveux. Donc par conséquent, l'infraction d'enlèvement est bel et bien consommée. Très bien, et alors pouvez-vous nous expliquer ce que risque la sorcière dans ces cas-là? Oui, alors selon l'article 224-5 alinéa 1, lorsque la victime de l'un de ces crimes prévus donc à l'article que l'on évoquait au tout début, 224-1, est un mineur de 15 ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de 30 ans de réclusion criminelle, et à 30 ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de 20 ans de réclusion criminelle. Donc Réponse a été enlevée quand elle était encore bébé, donc l'infraction a été commise sur un mineur. Donc la sorcière Gothel, elle sera condamnée à une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Une fois enlevée, donc Réponse est placée dans une tour. On peut alors demander si elle est détenue ou si elle est séquestrée, parce que c'est pas totalement pareil. On verra la différence. Et donc en fait, on note une continuité entre les deux infractions, l'enlèvement d'un côté et la détention-séquestration de l'autre, parce que la seconde, donc détention ou séquestration, se situe donc dans le prolongement de la première, l'enlèvement. Donc les notions de détention et de séquestration ne font pas l'objet d'une distinction très claire et précise dans le code pénal. Il y a bien une distinction puisque le code pénal érige par exemple la séquestration en quatrième modalité de l'article 224-1 du code pénal, mais c'est tout de même difficile de distinguer les deux. Il est donc revenu à la doctrine de poser les critères de la distinction. La détention et la séquestration ont tout de même un point commun, c'est que ce sont des infractions continues, c'est-à-dire que leur élément matériel se perpétue, se prolonge dans le temps. Mais on les différencie au niveau en fait du degré de confinement de la victime et du confort qui lui est laissé. En fait, une rétention dans entre guillemets de bonnes conditions, ce sera une détention, et une rétention dans de mauvaises conditions, on qualifiera cette rétention donc de séquestration. Donc en l'espèce, on a vu que Réponse, on voit bien que dans les scènes mimiques, elle est retenue dans une tour, certes qui a l'air un peu petite, mais elle a tout de même un lit, elle semble bien nourrie, la sorcière lui fait même sa nourriture préférée, la soupe de noisettes. Donc elle n'est pas enchaînée, elle ne vit pas dans un espace insalubre. Donc en fait, on peut dire que Réponse n'est pas séquestrée, parce qu'elle n'est pas retenue dans de mauvaises conditions. Bon, je pense qu'on peut parler de détention, non? Si je ne me trompe pas. En fait, au premier abord, on pourrait effectivement penser qu'elle est détenue dans sa tour. Mais en réalité, rien ne l'empêche de sortir. Elle n'est pas enchaînée, il n'y a pas de porte avec un verrou. Elle peut sortir en fait grâce à ses cheveux, même si la tour est très haute. D'ailleurs, elle le fait dans la suite du film. En fait, rien n'empêche que Réponse sorte, à part l'emprise psychologique en fait qu'exerce la sorcière sur elle, parce qu'en fait la sorcière lui fait croire que le monde extérieur est dangereux, qu'il est rempli de personnes qui veulent que du mal à Réponse. Donc en fait la sorcière elle joue avec la sensibilité, l'amour qu'a Réponse à son égard, puisque Réponse pense que Gothel est sa vraie mère. Et Gothel joue également avec cette autorité parentale pour que Réponse obéisse. Donc en fait, Réponse, elle ne sort pas uniquement pour ne pas faire peur à sa mère, pour ne pas la tourmenter. Et toute son enfance, en fait, Réponse, elle a été élevée dans cette idée qu'il faut absolument pas sortir. Mais quand vient l'âge adulte, elle peut plus vraiment résister à cette soif de découverte.
Et voilà, en fait, elle peut très bien, pendant les absences de sa mère, sortir, mais elle ne le fait pas volontairement. Donc on aurait tendance à avancer ici qu'il n'y a pas de détention, mais dire le contraire semble également un peu possible. On a eu du mal à se positionner, puisqu'elle est quand même détenue dans une tour qui est très haute. C'est quand même pas facile d'y descendre, même avec ses cheveux. Donc cette question reste donc sujette à interprétation. C'est pas évident de déterminer si l'élément matériel est bien présent. En revanche, pour ce qui est de l'élément moral, là, il n'y a vraiment aucun doute. Gothel a véritablement conscience et la volonté, elle a conscience de priver Réponse, donc de sa liberté d'aller et venir, et elle a la volonté de le faire. Elle n'a aucune intention de la laisser sortir. Il y a notamment une phrase qu'on a notée, c'est que tu ne quitteras jamais cette tour, jamais. Ça, elle le répète à plusieurs reprises, donc voilà, on a une répétition du mot jamais, on comprend bien qu'elle n'a aucune intention de la laisser partir. Vous nous parlez de détention, de découverte à notre monde. Eh bien, justement, Maître Mickaël, vous auriez travaillé une autre scène sur la découverte d'une réalité qu'aurait appris Réponse. C'est exactement ça, du coup, toujours dans cette optique de ces 4 infractions de l'article 224-1 du Code pénal, il y a d'autres scènes qui nous ont interrogés à la fin du film. En effet, Réponse, elle est à nouveau retenue contre son gré par sa soi-disante mère, Gothel, la sorcière, avec cette fois-ci des chaînes. En effet, la sorcière a prévu de fuir la tour, de fuir le royaume et d'emmener Réponse avec elle pour pouvoir continuer à utiliser les propriétés magiques de ses cheveux qui lui permettent de rester jeune. Et du coup, la question ici, c'est de savoir si on est à nouveau face à un cas répréhensible par cet article du Code pénal. Donc du coup, 2 éléments sont toujours à caractériser, un élément matériel et un élément moral. Donc, comme vu tout à l'heure avec Maître Monceau, l'arrestation, c'est une infraction instantanée qui consiste à appréhender une personne au corps, c'est-à-dire la priver de sa liberté d'aller et venir en la retenant sur place. Et l'enlèvement, c'est un déplacement d'un point A à un point B. Il nous paraît ici compliqué de retenir la qualification de ces 2 infractions parce que, en effet, dans le film, Réponse, elle revient de son plein gré avec Gothel dans la tour en croyant que Flynn l'a trahi, l'a laissée toute seule et du coup, elle revient bien de son plein gré. Et c'est une fois qu'elle est à nouveau dans la tour qu'elle se rend compte que sa soi-disante mère, Gothel, la sorcière, n'est pas sa mère et c'est là qu'elle va vouloir en fait s'échapper, partir de cette tour. C'est pour cela que du coup, on ne peut pas qualifier cette nouvelle situation d'arrestation ou d'enlèvement. Et du coup, Maître Mickaël, comment qualifier cette scène en fait ? Du coup, il nous reste 2 infractions à étudier sur cet article 224-1. Et on a vu tout à l'heure avec Maître Monceau la différence entre la détention et la séquestration. Et du coup, dans les scènes qui nous intéressent, ici, Réponse, du coup, elle a compris que la sorcière n'était pas sa mère. Elle veut s'en aller. On la voit qui se dirige vers la sortie de la tour. Et quand Flynn arrive pour la sauver, pour la retrouver, en fait, il retrouve Réponse par terre, enchaînée, bâillonnée, retenue par la sorcière. Et c'est pour ça qu'on peut dire que ces conditions se sont aggravées et qu'on pourrait retenir ici une séquestration de la part de Gothel. Il est important maintenant de qualifier un élément moral, comme on a vu tout à l'heure avec Maître Monceau. Donc la volonté de priver une personne de sa liberté d'aller et venir. Ici encore, la preuve est facile. Gothel le répète plusieurs fois, qu'elle ne souhaite pas laisser partir Réponse, qu'elle souhaite qu'elle reste avec elle et qu'elle ne la laissera jamais partir. C'est pourquoi on peut conclure du coup de manière assez certaine que Réponse est séquestrée par sa mère dans cette dernière partie du film. Donc maintenant la question est en fait de savoir ce qu'on peut encourir, enfin ce que peut encourir la sorcière en plus de ce qu'avait précisé Madame Monceau, Maître Monceau. C'est exact. Et du coup, cette séquestration fait partie du même groupe d'infractions, d'incriminations, qui du coup sont punies de 20 ans de réclusion criminelle. Maintenant, Réponse a eu 18 ans, c'est l'objet du film, c'est un point important. Du coup, on ne pourra pas retenir l'aggravation qui passe à 30 ans, comme vu tout à l'heure avec Maître Monceau.
Cependant, une question importante se pose parce que du coup, on a deux infractions qui peuvent être caractérisées. Cela nous amène à nous interroger sur un autre point exposé tout à l'heure par Cléa et Elisa, à savoir le concours réel d'infraction. Ici, on a deux infractions de manière certaine, la séquestration et l'enlèvement, qui sont toutes les deux punies de peines de même nature, à savoir la réclusion criminelle. Ici, les deux peines ne vont pas pouvoir se cumuler, c'est un principe dans le droit français, et l'on va retenir la peine la plus importante, à savoir ici celle de l'enlèvement, aggravé car commis sur un mineur de 15 ans, à savoir 30 ans de réclusion criminelle. La sorcière pourra donc encourir cette peine. C'est de cette façon que du coup on peut analyser toutes ces scènes du film de réponse, même s'il y a encore du coup beaucoup de choses à dire que l'on pourra exposer lors de notre colloque à la rentrée. Très bien, merci. Merci de nous parler d'ailleurs. Vous 5, vous organisez un colloque très prochainement, le mois prochain, c'est ça? À la Bourse du Travail à Lyon. Venez nombreux, ils sont, je pense, très calés sur les sujets comme on a pu le voir. De belles analyses, et puis on remarque donc que les Disney passent également un message à travers leur simple conte pour enfants, si on peut qualifier comme ça. Un message humoral, une portée peut-être juridique. En tout cas, nous voilà à la fin de cette émission. Je vous remercie infiniment à tous et à toutes. Merci. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est mon droit, l'émission qui vulgarise le droit. Au revoir.